Après 2 années, le nez plongé dans les bouquins, j'ai fini par y voir clair, me faire une idée de la grande histoire. Le rêve d'Oka me revenait souvent en tête. Le toucan dit que tu dois partir sur la route. Il faut entretenir le feu du petit monde. Ça voulait dire quelque chose. Mais quoi? J'ai compris que j'avais un rôle à jouer. Un rôle? C'est quoi ce rôle? C'est d'entretenir le petit feu du monde, tiens. Je travaille à relier les petits peuples à qui on a dit un beau matin: quittez la terre de vos ancêtres, abandonnez votre langue et votre manière archaïque de voir le monde, laissez-nous la place, et si possible, mourrez. Toi, l'Esquimau, et moi le Kofan, on est les enfants des sauvages, les enfants des pas tout à fait des hommes, ceux qui n'ont pas été foutus d'inventer le progrès et la science. Ça, c'est vrai. On n'a pas inventé la roue, ni les insecticides. On est moins que rien. On ne vaut pas un clou. Mais nos parents et les parents de nos parents sont plus intelligents que ça. Ils n'ont pas inventé la machine à scier la branche sur laquelle on est assis. On peut raconter ce qu'on veut, l'intelligence, elle est là. Tu vois, ce que j'ai découvert en lisant ces tas de livres, c'est que ce qu'on appelle le progrès est une illusion. Le progrès et la science sont des illusions comme les illusions des magiciens qui font apparaître la carte que tu as choisie au milieu d'un gros tas de cartes à jouer. Voilà. Alors mon rôle, c'est peut-être de redonner aux humains qui le veulent assez de terre vierge pour qu'ils puissent la vénérer. Si on vénère, on respecte. La civilisation industrielle a terminé de vénérer. Elle détruit. Faudrait qu'elle s'arrête. Si tu veux mon avis, elle n'est pas prête de s'arrêter. Moi, je pense qu'elle arrive au bout. De toute façon, ce n'est pas la sagesse des hommes qui enrayera cette méga machine, parce qu'elle a toujours été conçue pour fabriquer une vie meilleure. Mais il n'y a pas de vie meilleure. À chaque fois que tu crois inventer un progrès, tu détruis pour toujours quelque chose d'essentiel à la vie. Chaque pas en avant produit un pas en arrière. Les hommes dépensent une peine folle pour courir à fond la caisse vers un avenir meilleur. Ils sont si occupés à courir qu'ils ne voient pas qu'ils courent à reculons. Quand même, tu y vas fort, toi. La civilisation industrielle, c'est elle qui a fait l'avion qui t'a amené ici. C'est grâce à elle que tu communiques avec ton réseau. Les hommes, ils ont besoin d'explorer, d'inventer, non? Tu crois ça, toi? Pas moi. Explorer, conquérir les mondes inconnus, inventer, améliorer, c'est peut-être dans la nature de l'homme, mais ça l'est tellement plus chez l'homme occidental que ça s'est peu à peu transformé en cancer. Un cancer qui s'est propagé dans le monde entier. Pour moi, la cause de ce cancer vient d'une croyance. Ce que les hommes ont écrit il y a 3 ou 4 000 ans dans le grand livre sur lequel repose la civilisation industrielle est le poison par excellence. Ce livre, il est sacré à leurs yeux pour une raison très simple. Il est écrit en toutes lettres que leur Dieu a fabriqué les hommes à son image. Alors ils font ce que le Dieu a dit. Ils se prennent pour des dieux. Ah, et l'homme pas occidental, il voit les choses comment? Pas comme ça. Pour nos pères, chaque chose était vivante et contenait autant d'esprit qu'un être humain. On ne se voyait pas au-dessus du lot. Un être humain valait autant qu'un arbuste ou qu'une mouche. On passait par la vie et on ne laissait derrière nous pas plus de traces qu'un arbuste ou qu'une mouche. À l'inverse, avant de mourir, l'homme occidental est capable de commander une tombe en marbre avec des marches, des colonnes et des anges. Il est trop important pour disparaître. Il s'accroche. Tout ce qu'il perd en mourant, c'est énorme. Sans doute, mais pour les parents de nos parents, la vie n'était pas bien longue. D'après ce que je sais, les gens ne vivaient pas plus de 45 ans. Tes ancêtres, comme les miens, les sauvages, comme ils les ont appelés, ne voient pas les choses comme ça. Pour eux, mourir, c'est pas un problème, car la mort ne veut pas dire la fin. Pour eux, il n'y a ni début, ni fin. C'est facile de dire tout ça. Tu ne dirais sans doute pas la même chose si tu étais atteint d'une maladie mortelle qu'on peut soigner avec un médicament. C'est quand même bien, les progrès de la médecine, non? Chacun veut vivre le plus longtemps possible. Bien sûr. Et tout simplement parce que la mort est devenue la chose la plus atroce qui soit. Je n'échappe pas à l'angoisse de mon temps. N'empêche qu'avec tout ça, on se retrouve à être 9 milliards d'humains sur la Terre. Les hommes vivent plus vieux, mais pas plus heureux. Tu pourrais m'affirmer que les hommes sont plus heureux aujourd'hui qu'il y a 1000 ans? On n'en sait rien. Chaque jour, le monde bascule un peu plus dans la folie. Des gens prennent une arme, entrent dans un supermarché et vident le chargeur d'un fusil d'assaut sur tout ce qui bouge. Et le même jour, les oiseaux de la mer crèvent, l'estomac rempli de morceaux de plastique.
Ça ne ressemble à rien. On voit bien qu'on est entré dans le chaos. Le seul moyen d'organiser un monde rempli de milliards d'individus, c'est de les ranger tous en rang. Plus il y a de monde, plus il faut de surveillance, plus il faut de police. C'est ça qui est en train de s'installer. Et comme les gens de pouvoir savent que c'est la peur qui dirige toute forme de vie, ils promettent la sécurité. Tu les vois comme moi, ces grands panneaux sur les autoroutes où il est bien marqué que c'est pour ta sécurité qu'on te surveille. Là, maintenant, au-dessus de nos têtes, il y a des milliers de satellites qui surveillent tout. C'est aussi pour ta sécurité. Tout comme le ferait une maîtresse d'école maternelle pour protéger les enfants de sa classe. Les petits peuples qui vivent dans la forêt, dans la steppe ou sur la banquise ne connaissent pas la notion de sécurité. Ils font gaffe par eux-mêmes. Ils sont des grandes personnes. Ils savent bien que la vie est dangereuse. Toutes ces réflexions touchent et remuent Anayok. Sa rencontre avec Atao lui apporte en un jour le réconfort qu'elle n'espérait pas trouver. Ce qui la trouble à l'instant, c'est qu'il vient de faire référence aux satellites. Simonouk n'est donc pas le seul qui les inquiète. Elle découvre que le vieux chasseur Netsilik et le jeune activiste Kofan se rejoignent sur ce sujet. Pour le premier, les satellites incarnent la destruction d'un rapport cosmogonique entre les hommes et le ciel. Pour l'autre, il est question d'une surveillance totalitaire. Pour sa part, elle n'avait jamais conçu de réflexion particulière au sujet de ces machines avant qu'elle découvre à quel point leur présence avait bouleversé son petit grand-père. Pourtant, c'est précisément contre celui qui les envoie par centaines en orbite qu'elle a rédigé une menace de mort durant cette nuit de larmes inarrêtables. Dans le silence qui suit les paroles de l'homme qui la tient dans ses bras, elle garde le silence et s'interroge sur le sens de son acte. Elle voudrait comprendre comment elle en est venue à fabriquer une bombe dont la recette mélange la révolte, la colère, le chagrin et des satellites. Tu dors ? Non, je pense. C'est troublant que tu aies parlé de satellites. Troublant ? Pourquoi ? Il faut que je te montre quelque chose que j'ai écrit. Un machin violent qui parle de satellites. Je pensais le poster sur Facebook, mais je l'ai pas fait. Je voulais le jeter. Fais voir ça. Les yeux d'Atao s'arrondissent de surprise à mesure qu'il prend connaissance du texte. Ça alors ? Sacré programme, dis donc. Tu mets le paquet, toi. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui défende le ciel de la nuit. C'est propre aux Inuits, ce combat ? C'est à cause de la nuit qui dure plusieurs mois ? Pas vraiment, non. En tout cas, pas chez les gens de ma génération. Sauf pour toi ? Même pas. À moi de te raconter mon histoire. Sans ça, tu ne peux pas comprendre ce qui m'a fait écrire ça. Anayok évoque les grands traits de sa vie dans le petit port du nord de l'île de Baffin. Elle lui raconte comment, au fil de son enfance, le grand-oncle solitaire lui a servi de repère. Le désarroi et la colère du vieil homme face aux satellites l'avaient affecté plus qu'elle n'aurait pu le croire. Elle parle évidemment de la disparition de Zach, le cher petit frère qu'elle a vu se noyer au fil des années. Son récit se termine par la récente agression dont elle a souffert quelques jours auparavant, en compagnie de Sipi. Tu vas le publier, ton machin, comme tu dis ? Non. Je n'ose pas le faire. En fait, je devrais pas appeler ça un machin. C'est un appel au meurtre. Ce genre de menace, c'est pas trop mon genre. En plus, c'est interdit de menacer publiquement les gens de mort. Ça m'apporterait que des ennuis. Tu l'as écrit, pourtant ? Oui. Je dois dire que la nuit où je l'ai écrit, je débordais de chagrin et de colère. C'est venu comme ça. Je n'avais jamais éprouvé de la haine à ce point. J'ai un peu tout mélangé. La sale histoire des miens qui n'en finit pas, la colère de Simonouk, la mienne. T'es en train de devenir une résistante, mais c'est pas encore officiel dans ta tête. Peu de gens auraient eu le courage de prendre position comme tu l'as fait aujourd'hui en public et en présence de la presse. Tu savais que tu perdrais ton travail et que tu accusais un pays entier. Faut être sacrément révolté pour faire ça. C'est violent, mais pas moins que ce que tu prends chaque jour en pleine face. La violence des oppresseurs amène forcément la violence des oppressés. Angela Davis n'aurait pas hésité à lancer ce genre de bombe. Qui c'est celle-là ? Une femme panthère. Une panthère noire qui a sérieusement secoué l'Amérique blanche il y a 50 ans.
On l'a accusée de complicité de meurtre. Elle a fait de la tôle et elle est passée pas très loin de la peine de mort. Finalement, on l'a libérée et elle est devenue une icône dans le monde entier. Elle a fait évoluer les choses. J'en suis pas là quand même. J'ai tué personne. Elle non plus. Mais visiblement, on dirait que t'es prête à tout. Je crois pas. Je te l'ai dit, j'ai écrit ça dans un vrai moment de désespoir. Pas comme toi qui fais des analyses politiques. Mon analyse politique, comme tu dis, c'est que des mots. On peut toujours parler. Les mots restent des mots. Alors que publier ton appel au meurtre, c'est un acte. Sans doute, mais c'est un acte qui ne sert à rien. Je pense qu'en lisant ce truc, les gens rigoleraient. À part Simanouk et toi, je n'ai jamais entendu parler de gens que les satellites dérangent à ce point. Les gens ont des préoccupations plus terre à terre. Moi, je crois, comme tu l'écris, que beaucoup de gens refusent qu'un bonhomme s'accapare tout ce qui appartient en commun sans nous demander notre avis. Ce que t'as inventé là, ça rassemble tous les gens que la machine écrabouille. Si les grands seigneurs ne rencontrent aucune résistance, ils iront sans cesse plus loin. Le pouvoir est une drogue. Tu as raison de menacer ce type, parce qu'il est certain que rien ne l'arrêtera jamais dans son délire de puissance. Il prépare déjà le temps où on devra lui payer l'air qu'on respire. Sérieux? Si c'est pas lui qui le fait, ses enfants s'en chargeront. Ils sont dressés à ça dans les meilleures universités du monde. Ton Wanted, il passe par le plus gros réseau social du monde. C'est un acte de résistance inédit. Il faut le poster, juste pour voir. Je crois que c'est pas une bonne idée. Dans la loi, on appelle ça incitation à la haine. Je tiens pas à faire de la tôle pour ça. J'ai regardé, c'est la loi. La loi, tu comprends? Vas-y, toi, s'il te plaît tant, mon appel au meurtre, balance-le sur le net. Tu ne l'envoies pas de mon ordi, c'est tout. Claro que no, chica. Bah, dans un cybercafé, c'est tout simple. Ah là, tu m'étonnes. J'en sais moins que toi sur le monde, mais je suis au courant de la surveillance de tout ce qui passe par l'informatique. Et puis ici au Canada, tout est filmé. Il n'y a plus rien de secret. Claro que no. Bueno. Il y a sans doute une solution. Je vais trouver. Il n'y a pas que les Netzilitsiks qui sont malins. Les Kofans aussi. Netzilik, la corrige Anayok. Tu me fais rire. J'aime bien ton rire aussi. On dirait qu'il dégringole d'une montagne. Tu veux venir à un concert de rap ce soir avec moi? Jerry Tack et Kiko, des rappeurs Sioux du Dakota. T'es ici depuis 2 jours et t'as dégoté un concert de rap Sioux? Ces gars-là sont des amis depuis un moment déjà. Je les ai fait venir l'an dernier en Colombie. Ils ont joué chez moi à Sabalo, un pueblo du fleuve. Ils sont même venus avec les danseurs. Tu te fiches de moi? Je me fiche pas de toi. J'entretiens le petit feu. J'alimente avec des brindilles. Atao sourit et glisse sa main entre les cuisses tendres d'Anayok. Les deux êtres se laissent porter par un irrésistible courant de volupté. Lorsqu'ils sont tout à fait apaisés par la jouissance, ils se tiennent serrés l'un contre l'autre. Il y a une évidence entre ces deux corps aux structures similaires. Ils sont faits de la même densité. Leur carnation s'accorde. Elle appartient au froid sec, lui à la chaleur moite, pôles et tropiques. Alors que la grande nuit étoilée s'efface peu à peu devant l'aube, enlacés sous la couette, ils se laissent dériver vers le sommeil. Anayok ne se doute pas de la journée qui l'attend lorsqu'elle ouvrira les yeux. Cela commence par la sonnerie de son téléphone qui l'attire violemment hors des abysses profonds de l'oubli. Lorsqu'elle saisit le téléphone et le porte à son oreille, elle n'a pas encore atteint l'étage de la pleine conscience. « Allô, Nayok? C'est Sipi. Oh, pardonne-moi, je te réveille. Oh, mais c'est vrai, tu n'es pas seul. Quand tu seras debout, achète le National Post. Il y a un article d'1 page sur le racisme systémique au Canada. Tout le premier paragraphe de l'article raconte la dénonciation que t'as faite au Congrès. Laurence Laferrière en prend plein la tête. Quel bordel tu mènes, Ayok. Je te laisse, à bientôt. Atao continue le voyage sous ses paupières. Il n'a pas bronché. Elle regarde ses yeux qui forment 2 fines lunes noires. Il respire paisiblement. Le journal, le National Post, le Congrès. Je suis dans un article du National Post. Elle a dit quel bordel tu mets? Quel bordel? Ah, je voudrais dormir. Elle se pelotonne contre Atao. Je dors encore 1 heure. Elle colle et cale son corps encore alangui contre la peau chaude d'Atao.
Elle inspire l'air tiède pour retrouver cette odeur de bois vivant avec laquelle elle s'était endormie. Mais ce jour qui commence n'accepte aucune langueur. À peine a-t-elle refait son nid que le maudit téléphone la tire à nouveau hors du confort et de l'abandon. C'est un texto cette fois-ci qui s'affiche sur le petit écran. Il est signé Jodie Flint, la secrétaire de Nathaniel Cockburn. Convocation demain à 11 heures dans son bureau pour mise en place de la procédure de renvoi pour faute grave. La journée démarre fort. La réalité réclame sa présence. La jeune femme se résigne. C'est une évidence, elle ne retrouvera pas le doux cocon du sommeil. Bon, je vais aller acheter le journal et des donuts. J'aurai un bon argument pour réveiller mon coffon gentille. Marchant dans la rue, elle reçoit un nouvel appel. Cette fois-ci, c'est Navilik. « Tu n'as pas trop mal à la tête? Tu te lèves? Je viens de lire la presse. Ça parle de nous deux. On les oblige à se regarder. » C'est ce qu'écrit le journaliste. 2 jours qu'on se connaît. C'est bon tout ça. La Ferrière doit faire la gueule. J'ai posté l'article sur mon Facebook. En revanche, j'ai trouvé un truc assez crade sur le net. Il y a un article qui vient de paraître à propos de la conférence sur un site rose pourri qui s'appelle La Meute. Des gros bras armés de la mouvance suprémaciste des Blancs. Je t'envoie le lien. C'est bien que tu sois au courant. Tu verras, ça pue bien. Bon, je m'envole tout à l'heure pour Equalite. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. On est des amis maintenant. Tu m'as donné du courage. Devant un mug de thé, Anayok et Atao engloutissent les donuts et lisent l'article du journal. Atao se lève. Ce ne sont que des mots. On voit bien que la personne qui a écrit l'article ne tombera pas malade si les comportements ne changent pas. Anayok allume son ordinateur et trouve l'article que Navilik a relayé. Sous une photo montrant un Indien ivre assis le long d'un mur, le titre s'étale en caractères gras. « Donne-moi ta main, je te mangerai le bras. » Cette esquimaude, Anayok Kakarok, fait les choux gras de la presse. Pourtant, elle mord la main qui la nourrit. Voilà maintenant qu'il nous accuse de tous les maux. Jusqu'où devrons-nous assurer la tutelle des peuples autochtones du Canada? Quand les grands guerriers Lorsko vont-ils accéder au statut d'adulte? Quand Nanook va-t-il se décider à s'assumer? Il est grand temps qu'ils comprennent que ce ne sont ni la drogue, ni l'alcool qui résoudront leurs problèmes d'intégration. Grand temps qu'ils fassent l'effort de fréquenter sérieusement les lycées qu'on installe à grand prix dans les territoires éloignés, et qu'ils se mettent au travail. 70% des Indiens et Inuits vivent actuellement hors des réserves et subsistent de l'aide sociale au Canada. Il faut qu'ils apprennent désormais à marcher tout seuls. Les gens des classes moyennes en ont assez de payer pour ces improductifs. Ils réclament des quartiers sûrs, sans trafic de drogue, sans vomi sur les trottoirs, sans homicide. Aujourd'hui, les Indiens et les Inuits et les Métis remplissent 40% de nos pénitenciers, et chaque citoyen canadien paye pour cela. Ils doivent réintégrer leurs réserves comme les traités l'ont prévu, et qu'on leur enseigne la contraception une fois pour toutes. La grande excuse officielle adressée par les 2 derniers gouvernements aux peuples autochtones ne tient pas debout. On ne s'excuse pas. On n'a rien à excuser. Oui, il est grand temps pour nos Indiens d'oublier les plumes et les totems. Le monde change vite. Eux ne veulent pas voir que nous sommes entrés dans l'ère du numérique et de la conquête spatiale. Sa lecture terminée, Anayok sent 2 longues larmes glisser le long de ses joues. Atao ouvre ses bras pour accueillir la jeune femme sur son large torse. Tu comptes répondre quelque chose à ces bébés Trump? Laisse tomber, on est trop blessés pour répondre. Même s'ils étaient intelligents, ils ne comprendraient pas pourquoi on en est arrivé là. C'est dans leur ADN de colon de penser comme ça. Dès l'enfance, on leur dit que les Indiens sont alcooliques et violents, qu'ils sont voleurs, menteurs, fainéants et qu'ils coûtent cher. Verdad. Du nord au sud de l'Amérique, les Blancs pensent la même chose. Il faut résister, rester debout. La vie est dure, mais nous aussi. Ils se tiennent enlacés devant la fenêtre grande ouverte, unis contre le vent mauvais du désespoir. La scène n'appartient pas au temps qui passe. Les hasards d'une ville au mois d'avril ont tissé pour ces 2-là le mariage parfait d'un jour. Mais voilà que la rengaine aigre du téléphone défait à nouveau le mélange de leurs bras. C'est la voix d'un homme mûr, une voix bien assise qui rassure, celle de Pierre Laforêt, le chef du Congrès des Autochtones du Canada. J'ai eu le plaisir d'échanger quelques mots avec vous hier après votre exposé. J'espère que vous êtes bien reposé.
Ces exercices sont fatigants. Surtout lorsque l'on prend des risques comme vous l'avez fait. Et vous l'avez bien fait. À ce propos, d'ailleurs, je suppose que l'administration qui vous emploie a dû émettre quelques critiques sur vos révélations explosives. Vous ont-ils menacé de renvoi ou de sanctions? Laforêt parle lentement, détachant bien les mots. Son expression lui évoque un peu celle de Simanouk. Non, monsieur Laforêt, je ne leur en ai pas laissé le temps. J'ai annoncé ma démission à mon supérieur hier soir en quittant le palais des congrès. Ah ouais? C'est très intéressant. Voyez-vous, je trouve que ça tombe plutôt bien. Figurez-vous que j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Accepteriez-vous de rejoindre notre équipe? Bien sûr, c'est moins bien payé et nous ne sommes pas en mesure de vous apporter les mêmes avantages. Mais on fait du bon travail. On fait aussi de bonnes fêtes. Je vous laisse quelque temps pour réfléchir à ma proposition. Réfléchir? Pourquoi devrais-je réfléchir, monsieur Laforêt? Ce que vous me proposez, c'est un peu comme un rêve. Appelez-moi Pierre alors, si vous le voulez bien. Anaïok, êtes-vous disponible cet après-midi? J'aimerais bien parler avec vous. Les deux amis s'installent à l'arrière du bus. Le coffin regarde le paysage qui défile par la fenêtre. À part le centre-ville et les gratte-ciels du quartier des affaires, la cité est aérée, laissant place aux arbres et aux espaces verts. Depuis le pont qui enjambe les eaux tumultueuses de la rivière des Outaouais, tout juste libéré des glaces hivernales, il contemple l'imposante silhouette du Parlement posée sur sa colline. Bogota est vraiment sale et bordélique comparée aux villes canadiennes. Je n'ai jamais vu autant de gens disciplinés. Il n'y en a pas un qui traverse en dehors des passages cloutés. Toutes les voitures sont neuves. On n'entend pas un seul klaxon. J'ai l'impression d'être dans un parc. Atao laisse Anaïok aller à son rendez-vous. Convenant d'un lieu de retrouvailles, il descend à l'entrée du quartier Baï pour traîner en ville. Devant le paysage qui défile, Anaïok poursuit sa route en direction du nord. Cet article dégueulasse, il est difficile à digérer. Quel con ce type. Choisir entre les totems et la conquête spatiale. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que je choisisse l'un ou l'autre? C'est eux qui sont venus foutre la merde chez nous. Ça l'arrange bien de prendre les choses à l'envers. L'espace, j'y suis rentré plus que lui l'autre jour sur la banquise. Il est même entré en moi. Pas besoin de fusée. Quel est l'intérêt d'aller conquérir les étoiles? Comme dit Atao, ça ne rendra pas les gens plus heureux. C'est au croisement de St. Laurent Boulevard et de McGregor Avenue qu'Anaïok quitte le bus. Le siège du Congrès se trouve dans ce quartier résidentiel tranquille et joliment arboré, où s'alignent des pavillons coquets posés sur d'impeccables pelouses. Elle pense à Zach. Demain, ça fera 2 mois que tu as quitté ma vie. Si tu savais comme tout s'accélère depuis ton départ. Ton absence me donne autant de peine que de courage. Là, tu vois, je marche dans une rue d'Ottawa. Je marche vite car là où je vais, il y a beaucoup à faire pour ceux à qui on a volé l'envie de vivre, comme ils l'ont fait pour toi. Anaïok et le chef national parlent 1 heure à bâton rompu. Quel changement pour elle comparé aux liens si hiérarchiques qu'elle devait entretenir avec Cockburn. Elle trouve des yeux de caribou à cet homme métissé de cris et de gallois. Welsh, comme il dit lui-même. Elle se sent en famille dans ses bureaux bardés de planches épaisses, où elle a bu 2 bonnes tasses de tisane d'érable, en compagnie d'un homme simple qui lui a campé les situations et les actions qu'ils doivent mener. Il l'a écoutée aussi. L'entretien terminé, Anaïok est officiellement adoptée par la chefferie. Elle quitte les lieux 2 heures après y être entrée, un nouveau métier en poche. Elle avait déjà informé Tumaak de sa démission du service correctionnel. Elle avait senti la grande inquiétude de sa mère à l'idée de ne plus recevoir la part de salaire qu'elle envoie chaque mois à sa famille. Elle lui avait répondu « Je veux faire confiance à la vie que tu m'as donnée ». C'est avec fierté qu'elle la rappelle en attendant le bus qui la conduit vers sa soirée. Tu vois, ce que je t'ai dit hier s'est réalisé aujourd'hui. J'avais raison de croire en ma vie. Merci de tout mon cœur, maman chérie. Puis dans un sanglot, j'ai pris la vie de Zach avec moi. Je vaux 2 maintenant.